Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'aventurer sur une ligne de crête assez fascinante. Celle qui sépare notre quête de sens, qui est tout à fait normale, et le délire. On va voir ensemble comment notre cerveau, loin d'être juste un observateur passif, construit en fait activement la réalité qu'on perçoit. Qui n'a jamais fait ça, sérieusement? C'est une expérience que presque tout le monde a vécue. Et c'est notre point de départ. Ça illustre parfaitement une chose essentielle. Notre cerveau est programmé, il est câblé pour trouver du sens, même là où, a priori, il n'y en a pas. C'est exactement ce mécanisme qu'on va décortiquer. Alors, commençons. Première partie, l'illusion de comprendre. L'idée ici, c'est que percevoir le monde, ce n'est pas le voir tel qu'il est, mais plutôt le prédire. Ce que les neurosciences nous disent aujourd'hui est assez révolutionnaire. Le cerveau n'est pas une caméra qui enregistre. C'est plutôt un scientifique qui formule constamment des hypothèses sur le monde et qui ensuite, seulement ensuite, compare ces hypothèses aux infos qui lui viennent des sens. Notre perception est donc en réalité une reconstruction. On passe à la deuxième section, la machine à motifs de notre cerveau. Parce que oui, cette quête de sens, elle est super utile, mais elle peut aussi nous jouer des tours. C'est une véritable épée à double tranchant. Et il y a un mot pour ça, l'apophénie. C'est la tendance, très humaine, à avoir des connexions, des motifs, du sens, là où il n'y a que du hasard. C'est ce petit déclic dans notre tête qui nous fait dire « Ah, il n'y a pas de coïncidence ». C'est vraiment la base de notre machine à fabriquer du sens. Mais alors, pourquoi ce mécanisme existe? Eh bien, c'est un héritage de l'évolution. D'un côté, c'est un avantage énorme pour la survie. Mieux vaut voir la forme d'un prédateur dans l'herbe et se tromper que de ne pas le voir du tout. Mais de l'autre côté, eh bien le coût, c'est qu'on peut voir des motifs partout, tout le temps. C'est la porte ouverte aux superstitions, aux fausses alertes. C'est un compromis constant. Alors, allons plus loin. Troisième partie, le moteur du sens. On va regarder de plus près la mécanique interne, comment ce cerveau prédictif fabrique concrètement du sens. Le modèle qui explique ça est super élégant. C'est une boucle, en 3 temps. D'abord, le cerveau prédit. Il se fait une idée de ce qu'il s'attend à voir, à entendre, à sentir. Ensuite, il compare. Il confronte sa prédiction à la réalité, aux données brutes de nos sens. Enfin, s'il y a un décalage, ce qu'on appelle une erreur de prédiction, il met à jour son modèle pour qu'il colle mieux la prochaine fois. Et ça tourne en permanence. Donc, le point vraiment crucial à retenir, c'est ça. Le sentiment de comprendre, ce qu'on appelle le sens, c'est simplement le résultat de ce processus. C'est ce moment où nos attentes, notre modèle interne, correspondent bien à la réalité. Quand l'erreur de prédiction est faible, on a l'impression que le monde est cohérent, qu'il a du sens. Ok, mais que se passe-t-il quand cette belle mécanique s'enraye? C'est là qu'on doit parler un peu de chimie du cerveau. Et on va s'intéresser à une molécule très célèbre, la dopamine. En temps normal, la dopamine, c'est un peu comme un stabilo. Son job, c'est de surligner les choses importantes dans notre environnement. C'est elle qui nous dit « Hey, fais attention à ça, c'est pertinent pour toi ». Elle guide notre attention. Maintenant, imaginez que ce stabilo devienne fou et se mette à tout surligner, sans aucune distinction. Voilà ce que ça donne. On passe d'un état normal, où seuls quelques éléments importants ressortent, à un état qu'on appelle la saillance aberrante. À cause d'un excès de dopamine, des tas de choses totalement neutres et sans importance se mettent soudain à paraître capitales, pleines de sens. Le chercheur Kshitij Kapur a parfaitement résumé l'expérience vécue de l'intérieur. C'est ce sentiment diffus, mais très puissant, que quelque chose d'important se passe, sans qu'on sache quoi ni pourquoi. Le moindre détail du quotidien, le passage d'une voiture, un regard, tout semble être un signe, porteur d'un message caché. Et face à ce tsunami de signification, à cette impression que tout est un indice, le cerveau ne va pas rester les bras croisés. Il va faire ce qu'il fait de mieux, il va essayer de construire une histoire, une explication logique à tout ça. Et c'est là que notre regard sur le délire doit changer. Le délire, en fait, ce n'est pas le problème. C'est une solution. C'est une tentative, certes désespérée, mais logique, de mettre de l'ordre dans le chaos. C'est une narration que le cerveau invente pour donner un sens à un monde intérieur devenu complètement angoissant et imprévisible. Bon, on arrive à notre dernière partie, le spectre du sens. Maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, on peut voir qu'il n'y a pas un mur entre le normal et le pathologique. C'est bien plus nuancé, c'est un continuum. Ce tableau le résume très bien. Au niveau normal, tout le monde a cette petite apophénie qui donne des superstitions ou juste le plaisir de trouver des formes dans les nuages. Un peu plus loin, au niveau subclinique, ça peut se manifester par des biais cognitifs, une pensée un peu rigide. Et à l'extrême du spectre, quand la saillance devient aberrante, on arrive au délire clinique. Ce qui est absolument passionnant, c'est que ce modèle n'explique pas que la schizophrénie. Il apporte un éclairage nouveau sur plein d'autres troubles. L'addiction, par exemple, où tout ce qui est lié à la drogue acquiert une importance démesurée, ou même les troubles anxieux, où les signaux de danger potentiels sont constamment surinterprétés.
Et on arrive à la conclusion, peut-être la plus importante et la plus contre-intuitive de toutes. Une personne en plein délire n'est pas illogique, au contraire. Sa logique fonctionne à plein régime pour essayer de trouver une cohérence à cet excès de sens que son propre cerveau lui impose. Le problème fondamental n'est pas un manque de raison, mais un trop-plein de signification. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse. Si notre perception du sens est entièrement une construction de notre cerveau, une négociation permanente avec la réalité, qu'est-ce qui nous garantit que notre propre vision du monde, la nôtre, est la bonne? Ça laisse songeur, n'est-ce pas? Merci beaucoup de votre attention.